Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 16 heures, donc nous allons commencer cette conférence. Je suis Jean-Bernard Foreau, je suis responsable du patrimoine pour la Maison Piaget. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à un voyage dans le monde de la couleur. Ça tombe plutôt bien avec la grisaille d'aujourd'hui, mais pas n'importe quelle couleur, l'enchantement par la couleur dans nos vies, la couleur pour nos sens. Et pour cette découverte de ce voyage, nous allons avoir des guides qui vont venir de l'univers de la science avec Jacques Cuisin, qui est délégué des collections et conservateur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Nous allons aussi convoquer l'art avec Nelly Saunier, qui est maître d'art et artiste plumassière à Paris. Et puis également aller découvrir le monde de la créativité dans la joaillerie et l'horlogerie avec Stéphanie Civrière, qui est directrice artistique de la Maison Piaget. Donc comme vous allez le voir, ce monde de la couleur, avec l'oiseau, les plumes, les gemmes, les pierres précieuses, en fait, cela crée des passions, des vocations, on le voit ici. C'est aussi en fait un monde sensible que l'on va vous inviter à découvrir avec nous. Et vous allez voir également, puisqu'on est dans un salon orienté sur les pierres, sur les bijoux anciens, sur les objets d'art, que ces passions ont fait naître, grâce à des expertises, de magnifiques objets que l'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous propose de décoller tous ensemble. On va prendre notre envol avec Jacques. Et je vais demander à Jacques donc, de nous faire découvrir le mystère de l'oiseau et le mystère de la plume. Voilà, merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci de prendre un moment avec nous finalement pour cet envol vers la couleur. Alors effectivement, quand on commence à parler de plume, vous savez tous ce que c'est qu'une plume. Mais dans notre imaginaire occidental, la plume, l'oiseau, raconte beaucoup de choses. Ça raconte du merveilleux, ça raconte du rêve. Et quelque part, c'est des choses qu'on va retrouver dans la suite de cet après-midi. La plume elle-même, eh bien évidemment, il n'y a pas d'oiseau sans plume, me direz-vous. Alors je ne sais pas. Oui, ok, bon, ça, on a vu. Merci. Un exemple très chamarré de plume, mais qu'est-ce que c'est finalement que la plume? Parce que bon, chez l'oiseau, c'est effectivement quelque chose pour voler, mais pas que. La plume, c'est à la fois robuste et fragile. Ça permet à les plus gros oiseaux pèsent à peu près 12 kilos et tiennent en l'air grâce à des plumes, pas un poids conséquent. Quand vous pensez aux albatros qui parcourent jusqu'à 25 000 km d'une seule traite, ça se fait au bout des plumes. Et au bout de 40 de 80 plumes, 40 plumes sur chaque aile. Donc voilà, il y a quand même cette magie, quelque chose qui est à la fois fragile, mais qui est résistant, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Pensez à, on voit quand on trouve des plumes dans la nature quand on se promène, c'est-à-dire que les oiseaux muent, surtout sous nos latitudes occidentales, ils muent 2 fois par an, donc c'est pas fait pour durer. Et pourtant, on en a fait beaucoup d'autres choses, dont effectivement des bijoux. Mais pas que, des vêtements, des décorations, etc. Donc la plume, finalement, nous accompagne quand même beaucoup grâce à ses couleurs. Et puis c'est finalement un symbole quelque part que l'oiseau qui vole dans le ciel, c'est à peu près le seul qui a réussi à maîtriser les airs. Je ne parle pas de l'Airbus et d'autres choses, mais ça reste quand même assez magique pour nous. Alors une plume, c'est quoi? Bon, c'est ce qu'on a commencé à feuilleter, à effeuiller. Ici, vous avez des plumes d'ara macao, donc ces grands aras de la forêt amazonienne. Si on parle de plumes, bon, faut quand même aussi raconter quelques petites choses. D'où est-ce que ça vient? Donc vous voyez que c'est quand même une histoire un peu ancienne. On ne va pas rentrer trop dans les détails.
Mais cette évolution de la plume, vous le voyez, hein, on commence à 250 millions d'années. Bon, c'est pas très très bien la forme que ça revêt. En tout cas, c'est excessivement primitif. La plume, c'est ce qu'on appelle des phanères, c'est-à-dire c'est des productions cornées de l'épiderme. Chez nous, ça correspond aux poils et aux cheveux, hein, je vais être très simple. Et chez les reptiles ou chez les tortues, c'est les écailles, hein. Tout ça, c'est la même chose, c'est des phanères. Ça va protéger, c'est un rôle protecteur. Et vous voyez, au début, bon, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de protection. Et puis petit à petit, eh bien, les fonctions de ce que va être la plume vont apparaître en se diversifiant. On va avoir des espèces de machins duvet, là vous voyez au stade 2, des espèces de proto-plumes, mais ramifiées. Et puis les barbes vont apparaître. Disons que tout ça, ça correspond aussi à une évolution, c'est-à-dire à un besoin qu'ont les organismes de pouvoir développer ce genre de choses. Et puis finalement, on arrive, on est quand même à peu près encore à 100 millions d'années ou un petit peu plus. La vraie révolution, ça va être la plume dite asymétrique. On va le voir sur d'autres exemples par la suite, mais la plume asymétrique, c'est elle qui va permettre le vol. Parce qu'il va y avoir une partie qui va être un peu plus rigide, sur laquelle va s'appuyer la plume suivante, et puis une partie plus souple, sur laquelle va pouvoir se couler l'air. Alors, si on parle toujours pour parler de plumes, bien sûr, mais il y a des mots qui vont être associés aux plumes, et en particulier à l'image qu'on peut se former le plus volontiers de la plume, telle qu'elle vous est représentée ici sur la partie droite de l'écran. Le calamus, le rachis, qui sont effectivement l'axe, on est en symétrie, pas tout à fait bilatérale, puisque je vous ai parlé d'une asymétrie justement, mais il y a quand même cette construction qui va permettre, vous voyez, l'accroche après des barbes, c'est-à-dire la structure secondaire de la plume. Et puis on va avoir une structure tertiaire. Alors là, ça se complique, puisque la barbe va porter des barbules. Là, on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est plus visible à l'œil nu, ou en tout cas plus distinguable. Et puis ces barbules se tiennent elles-mêmes grâce à des crochets. Tout ça, c'est de la kératine, hein. C'est-à-dire c'est le même. Alors c'est pas tout à fait la même kératine que chez nous les mammifères. C'est une kératine qui a une structure un petit peu différente, qui est moins dense, moins robuste que la kératine alpha des mammifères. Mais en tout cas, tout ça, c'est la même nature. Vous voyez, on descend quand même dans quelque chose qui est petit, petit, petit. Sur la gauche de l'écran, vous avez un labret Wayana, je crois, et qui comporte donc encore une plume de grand ara qui a été coupée. Un plastron d'un cotinga surmonté d'un petit toupet également violacé d'une autre espèce de cotinga, et puis des longues plumes de colibri d'une grande espèce, Topaza pella. Je vous ai parlé, je vous ai évoqué les fonctions de la plume. Donc on pense à ce qu'on appelle les plumes de vol, hein, c'est-à-dire les plumes des ailes, les plumes de la queue. La queue, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est l'aérofrein et le gouvernail de profondeur, hein, pour changer de direction. C'est quand même assez utile. Pensez à des oiseaux que vous avez pu voir, que ce soit dans nos jardins ou sur les bords de mer par exemple. La longueur de la queue désigne aussi un mode de déplacement. Beaucoup de rapaces ont des queues qui sont assez longues pour pouvoir changer de direction assez brusquement, pour pouvoir suivre leur proie, par exemple. Donc on va avoir les plumes de la queue, qu'on appelle les rectrices. Les rémiges, ensuite, vous voyez, qui sont beaucoup plus affilées. Là, on est sur des rémiges qu'on appelle primaires, c'est-à-dire c'est vraiment les plumes de vol. C'est ce qui va former le panneau sur lequel l'oiseau va s'appuyer dans l'air. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les semi-plumes, qu'on appelle les tectrices, qui sont les plumes de couverture, et puis d'autres petites choses. Donc, chez l'oiseau, en fait, tout est plume, même les organes de sensation. Les vibrisses, par exemple, qui sont souvent autour du bec. Une idée de la topographie de l'oiseau, et vous verrez qu'en fonction en fait, de ce dont on a besoin pour parer, que ce soit le costume, que ce soit le bijou, que ce soit d'autres pièces encore, eh bien, on va se servir de différentes parties de l'oiseau. La forme compte, la couleur, bien sûr. Alors les couleurs, puisque c'était quand même le thème de l'après-midi, pourquoi faire ?
Eh bien, l'oiseau, enfin les oiseaux vivent dans un monde sonore et visuel. Nous, on vit dans un monde tactile, un peu gustatif, un peu visuel, un peu sonore. On fait un peu tout, mais on fait rien à fond. Les oiseaux, l'odorat, c'est pas tellement leur affaire. En revanche, ils se reconnaissent grâce justement à leur forme, à leur couleur, et puis à tout un tas de petits détails. Et vous voyez que ces détails, en fait, ils tiennent également au spectre de couleurs qu'ils peuvent voir. Nous, on est limité eh bien, au rouge, au bleu et au jaune. Et les oiseaux, en plus, voient dans une partie de l'ultraviolet. C'est-à-dire qu'ils ne voient absolument pas ce qu'on voit. L'assemblée là que vous êtes, à quelques vêtements de couleur, les oiseaux voient complètement autre chose que ce que je distingue. Donc, évidemment, c'est à eux que ça sert. Leur évolution s'est faite de cette manière-là, mais pour nous aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement chatoyant. Oups, pardon. Alors, sans employer trop de gros mots, eh bien, on va quand même distinguer plusieurs familles de couleurs. D'abord, ce qu'on appelle les couleurs dites pigmentaires. Bon, vous reconnaissez l'adjectif, ça va, c'est assez évident. Alors, dans ces couleurs pigmentaires, il y en a une qui est un peu moins représentée, le petit carré de plumes de cormoran là, qui se trouve en bas, c'est tout ce qui est de la famille des mélanines. Alors les mélanines, c'est les bruns, les noirs, etc. Nous, les mammifères, on est entièrement colorés avec des mélanines. On n'a pas autre chose. Il y en a à peu près 400 combinaisons différentes, donc vous voyez, ça laisse quand même un peu de jeu. Et puis d'autres couleurs pigmentaires, l'autre grosse famille, alors ce qu'on appelle les porphyrines, qui sont des verts un peu particuliers. Il y a de la thoracoverdine également, ou de la thoracine. Mais sinon, l'autre très grande famille sont ce qu'on appelle les caroténoïdes. Les caroténoïdes, en fait, ils sont synthétisés par les plantes. Et c'est la nourriture, c'est par le biais de la nourriture que les oiseaux vont pouvoir à leur tour utiliser ces caroténoïdes. On cite très souvent le cas du flamand rose qui mange des crevettes. Mais en fait, les crevettes, elles sont roses. Pourquoi ? Les crevettes, c'est des animaux incapables de synthétiser les caroténoïdes. En revanche, les crevettes mangent du plancton et des microalgues qui, elles, ont synthétisé les caroténoïdes. Donc vous voyez, on est sur une chaîne à quatre composants. Une autre, hormis les couleurs pigmentaires, on va avoir des couleurs qu'on appelle de structure, c'est-à-dire que là, c'est la structure elle-même de la plume qui va jouer un rôle. Ce petit schéma vous illustre l'épaisseur, non pas d'une plume, mais d'une barbe. Donc vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais que c'était petit, eh bien, il y a encore du plus petit. Donc vous avez sur le fond un tapis noir qui est un tapis de mélanine et qui va absorber une partie du spectre et qui va en renvoyer une autre partie. C'est ce qui va produire les bleus. Les bleus sont produits au niveau des barbes et les verts, en fait, c'est qu'il y a en plus un caroténoïde jaune. Donc vous voyez sur cette Amazone à front blanc, on a déjà un ensemble qui est assez conséquent, puisqu'on va avoir à la fois du pigmentaire et du structural. Et sur le guide Gitsai, une autre espèce de la forêt amazonienne, vous voyez, on a 2 nuances de bleu et puis on a des plages noires colorées qui sont répartis de telle et telle manière. Les oiseaux, d'ailleurs, se reconnaissent de manière individuelle à la variation de ces plages colorées. Pour nous, ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est, voilà, ouais, il y a du noir. Mais en fait, à 1 ou 2 plumes près, ils se reconnaissent. Comme nous, on se reconnaît entre nous. Et puis, dans l'autre grande partie des couleurs de structure, eh bien, ce sont les couleurs qu'on appelle irisées ou métalliques. Et là, on n'est plus au niveau des barbes. Il va falloir descendre encore un petit peu au niveau des barbules. Et au niveau de ces barbules, eh bien, on va avoir encore une autre structure qui, elle, va être... il y a un sandwich, en gros, de mélanine. On est évidemment de l'ordre du micron à ces échelles-là, ou de l'ordre de 10 microns, pas beaucoup plus. Et c'est ce sandwich en fait, qui va lui absorber et diffracter la lumière. Et la diffraction de la lumière, en absorbant une partie du spectre, eh ben, ça va vous donner des verts métalliques, des violets, des jaunes, des rouges, etc. Mais une partie seulement.
pratiquement pour finir, et avant de découvrir le monde de la plumasserie, eh bien, on a essayé, alors c'est une technique qui a été inventée plusieurs fois séparément, de manière rituelle. Il y a eu besoin d'avoir des couleurs qui n'existaient pas en assez grande quantité. Et donc, le tapirage, qui vient d'un mot créole, tapir, qui veut dire rouge, c'est l'action de décolorer les plumes. Alors, c'est complètement artificiel, on fait ça sur des oiseaux vivants, qu'on va commencer par plumer comme des poulets, sauf qu'ils sont vivants, et puis on va travailler d'une certaine manière sur la peau. C'est un peu brutal quand même l'histoire. Oui, on est toujours en forêt amazonienne. Non, c'est pas. T'as arrêté depuis longtemps. Hein, oui, t'as arrêté depuis longtemps, ça, oui. Et puis, donc, on va inhiber en fait une partie de la synthèse des pigments pour pouvoir n'avoir plus que des jaunes et des rouges, des caroténoïdes. Et pourquoi? Eh bien, parce que, on va utiliser pour cela, alors l'essentiel, c'est une graine, la graine de roucou, qui est une plante dont on va badigeonner en fait la peau de l'oiseau une fois plumée. On va utiliser surtout un broyat d'androbates, c'est-à-dire des grenouilles, vénéneuses. Et puis la troisième technique, on fait ingérer de la graisse de poisson-chat géant d'Amazonie. Alors voilà, c'est des recettes quand même assez osées et qui finalement vont inhiber une partie de la synthèse pour, vous voyez, donner ces plumes qui sont souvent très caractéristiques puisqu'on va avoir une dominante jaune et puis plus ou moins de flamèches rouges. On voit surtout ce genre de plumes. Eh bien, je pense qu'ici, au musée ethnographique de Genève, il y a eu quand même des très, très belles études dans les années 70-80, justement sur l'art plumaire amazonien. C'est essentiellement là que vous les verrez. Donc voilà pour ce voyage un peu rapide. Je ne sais pas, j'ai peut-être un peu dépassé mon temps. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être une question, Jacques, sur le nombre de plumes qu'ont les oiseaux. Et je crois qu'il y a peut-être une question qu'on peut poser à notre assemblée aujourd'hui. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de quel est l'oiseau qui porte le plus grand nombre de plumes? Il n'y a pas Dites-le de un piège, petit peu fort parce que sinon on n'entendra pas. Le paon. Alors, première réponse, le paon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'aventurer? Qui dit mieux? Peut-être Christopher dans l'assemblée? Ou Sonia? Ou Reda? Alors, c'est effectivement, merci Nelly de me susurrer cela. C'est des oiseaux qui vous sont assez familiers. Allez, on va dire dans la région, on ne va pas aller plus loin. En fait, on en a beaucoup chez nous sur les lacs. Bravo. C'est l'oiseau qui a le plus de plumes au monde. Vous voyez, comme quoi même à Genève, il y a des choses exceptionnelles. Alors, un cygne, on a dénombré un peu plus de 25 000 plumes. L'essentiel étant sur le cou, puisque encore une fois, les plumes de vol chez les anatidés, enfin chez les canards et cygnes, vous en avez sur chaque aile à peu près une trentaine, 12 sur la queue. Donc vous voyez, avec tout ça, on arrive qu'à 42. Hein. Pour aller à 25 000, il va falloir faire un petit effort quand même. Et puis l'autre extrême, évidemment, là, il y a quand même une corrélation avec la taille. Certains oiseaux-mouches ne portent que 900 à 1000 plumes. Voilà. Et entre les deux, le merle qui peuple vos jardins, lui, est environ à 4-5 000. Voilà, c'était une petite digression. Voilà. Donc merci Jacques. Maintenant, nous allons plonger dans l'univers de Nelly. Justement, une femme qui est tombée en amour des plumes et qui va nous raconter son voyage à elle dans la couleur. Un petit coucou? Ah oui, ça marche. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier les organisateurs du salon que je n'ai pas encore croisés aujourd'hui. Et puis remercier mes invités, puisque voilà, entre la Maison Piaget, Jacques et Stéphanie, on va essayer de vous faire rêver un petit peu autour de cette histoire qu'on a, enfin en tout cas partagée, pour que
avec Jacques, j'ai pu réaliser des choses qui m'ont permis de faire des pièces avec Stéphanie et ses équipes. Et puis, ben voilà, moi, je vais me présenter un peu. Enfin, c'est difficile comme ça, mais bon, déjà, il y a un petit mot d'écrit. Là, ça fait bien sûr plus de 30 ans que je suis tombée en amour pour les oiseaux. Très jeune, j'ai vécu dans des jardins où ça a été un petit peu ma vie, mon encyclopédie. Au lieu d'avoir des livres, moi, je découvrais chaque espèce de plantes, d'oiseaux, d'animaux, enfin, toutes sortes de choses comme ça, ce qui a nourri toute une partie de mon enfance. Et à 14 ans, quand il a fallu choisir un métier, ça a été comme une évidence quand j'ai trouvé celui de l'art de la plume, en fait, où c'est enseigné dans une école unique en France, à Paris, et ça a créé une destination pour toute mon existence, en fait. J'ai consacré toute ma vie à mettre en vie, à raconter au travers de mes objets, des histoires, et puis à partager avec des mondes différents, aussi bien celui du design que de la haute couture, le monde du cinéma, jusqu'à maintenant la haute joaillerie, pour lequel je suis très heureuse de pouvoir faire des collaborations très fines, notamment avec la maison Piaget, que j'adore, comme vous le comprendrez. Voilà, donc voilà, s'il y a une question, parce que là, je vais caler. Alors, ça, c'est mon mur, en fait, c'est un instant T dans l'atelier où j'ai aussi eu la chance de pouvoir exporter et présenter mon travail d'artiste au Japon, en Chine et dans d'autres contrées, avec un projet qui a été organisé pour présenter 15 maîtres d'art, puisque j'ai aussi reçu ce titre de maître d'art qui est délivré par le ministère de la Culture et qui valorise des métiers un petit peu en voie de disparition et des professionnels qui ont œuvré en ce sens pour le défendre, le faire vivre. Et donc, ce mur représente un moment, un échantillonnage de mes dessins, de ma pratique et d'un sujet autour d'une œuvre qui s'appelle Butinage et une autre qui sont des miniatures. C'est un triptyque qui va raconter une histoire toute simple d'une rencontre entre l'air et l'eau, entre l'oiseau et le poisson. Donc voilà, enfin là, on ne va pas voir tout ça, pardon. Voilà. Oui, Carré. Et justement, Nelly, en fait, ton plaisir dans la couleur. Oui, c'est vrai qu'il y a une chose très importante sur mon parcours. C'est un peu quelque chose, je ne sais pas trop l'expliquer, mais c'est instinctif. La couleur, ça m'a toujours, j'ai envie de dire, habité. C'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est intrinsèque. Même si on peut apprendre dans une école, développer des connaissances au travers d'une chimie, par exemple, quand il s'agit de teindre des plumes, mais en tant que coloriste, il y a quelque chose qui m'habite, qui est spontané en fait. Je sais pas, je visualise toutes les couleurs avant de mélanger des bains et sans avoir la science et le savoir la concernant en fait. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'axer notre présentation sur la couleur parce que ça nous réunit tous les trois au travers des pierres, au travers de Jacques a de nombreuses autres compétences, mais la plume, ça nous a fait nous rejoindre aussi. Et la couleur, c'est quelque chose d'une grande vibration, c'est quelque chose qui nous impacte directement dans la vie, dans l'existence. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle vient impacter notre rétine et créer une émotion. Et moi, c'est cette émotion que je partage beaucoup dans mon travail, au travers de tout ce que j'entreprends, que ce soit mes œuvres personnelles ou des œuvres de collaboration. Et justement, en fait, tu as développé un savoir-faire qui a même été anobli par le titre de maître d'art. Et peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est construit ce savoir-faire et cette maîtrise. Construit techniquement, tu veux dire? Ou artistiquement. Ah, artistiquement, alors, je ne sais pas d'où vient l'imaginaire. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on construit au travers de toute une vie, d'un chemin, d'un cheminement, d'une capacité à être dans l'observation, la sensibilité, avoir envie de raconter des choses, avoir un message à faire passer, être en lien avec quelque chose de fort. Alors bien sûr, moi, mon matériau de prédilection, c'est la plume, parce que au-delà de la matière, c'est les oiseaux qui me fascinent. C'est le message, des fois, qu'ils peuvent véhiculer. C'est tout ce qu'il y a bien sûr, de poétique. Et puis, qui nous fait un peu... Moi, quand je regarde le ciel et je vois les oiseaux,
ça y est, ça m'allège en fait. C'est quelque chose du domaine du bien-être aussi. La couleur, pour moi, c'est aussi un grand soin. Ça contribue à nous faire être en harmonie quand on crée des univers, même dans son intérieur ou n'importe quoi. Mes objets ou mes œuvres vont amener cette couleur. C'est un point très fort dans mon travail. C'est comme une singularité. C'est une signature même. C'est prégnant. Et je crois que tu as même développé une capacité à être ambidextre pour être capable de travailler à la fois avec les mains gauches et la main droite, c'est cela? Oui, c'est presque une obligation dans ce domaine. On dit toujours, vous êtes droitière, vous êtes gauchère. En fait, on a besoin de nos deux mains dans la vie, mais je ne sais pas pourquoi on nous conditionne là-dedans. Vous voyez, tenir une plume d'un côté et un outil de l'autre, nos deux mains sont des outils, c'est le prolongement de quelque chose. Et oui, on a besoin d'être habile de part et d'autre. Et donc, du coup, grâce à ce savoir-faire, en fait, tu as aussi développé ta propre créativité, tes propres territoires d'expression. Et peut-être Oui. tu peux nous raconter un petit peu ces envies qui sont, on peut l'observer, relativement magnifiques et splendides. Oui, alors cette pièce, par exemple, c'est vraiment une confrontation. Moi, ce que j'aime, c'est donc ces effets visuels. C'est confronter un turquoise avec un rose fuchsia qui crée un violet optique. En fait, c'est toutes ces champs de vibration de la matière. Là, ce sont que des plumes à la base qui sont blanches et que j'ai teintées. Et après, c'est une sélection de gammes de couleurs, quelque chose qui va aller ensemble et qui va... par exemple, quand on a cette tache d'orange coquelicot qui va venir vibrer à côté d'un vert pâle très tendre et d'un rose malimbar, et d'un seul coup, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une agitation intérieure et d'un grand plaisir. Et en fait, c'est tellement fort que ça m'entraîne, en fait. Moi, ça me dépasse même. Je ne peux pas vous donner la recette, c'est quelque chose qui vibre en moi. Pardon. Est-ce que vous ressentez aussi cette énergie de la couleur dans cette création? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir, vous aussi, dans l'Assemblée. Donc, on va continuer sur d'autres créations personnelles de Nelly pour vous montrer son territoire, avec également ses compositions de nature transformée. Bon, et ça, c'est encore une autre histoire. C'est une rencontre. C'est presque un retour à mon enfance, puisque je crée, en tant qu'artiste indépendante, des œuvres qui s'appellent les natures transformées, où je vais mélanger le végétal et l'animal. Donc, parler uniquement de la nature, tout en même temps travaillant sur la couleur. Ici, on a des plumes qui s'appellent des satinés. Ce sont des satinés de sternes, qui sont des petits oiseaux de mer. Et sous l'aile de cet oiseau, il y a des petites plumes extrêmement délicates, toutes fines, qui viennent protéger le muscle de l'oiseau et qui, par la connaissance, l'expertise, les années passées à découvrir mon matériau, à le façonner, le transformer, vont pouvoir m'aider à aller, trouver mon objectif qui est d'imiter le pétale d'une glycine. Parce que là, tout est en plume, là, à part la branche, mais ce sont des feuilles en plume, doigts, et puis ces petites satinées. Donc là, c'est l'idée du trompe-l'œil, mais l'idée par la couleur d'amener cet écho à cette nature. Et il y a des petites fautes d'intention dans le sens où c'est quand même transposé, mais c'est tellement proche de cette réalité. Donc voilà, pour cette... Nous allons découvrir une deuxième. Alors ça, c'est Arabustier. C'est une pièce que j'ai réalisée pour le musée de la Chasse à Paris, qui m'a été commandée pour justement présenter dans le musée... l'association entre le végétal et l'animal. Et là, c'est 3 ans de plumes tombées des mues de ces grands perroquets qui s'appellent les haras. On a 2 sortes. D'ailleurs, il y a toute une partie de cet arbre qui sont les haras hybrides. C'est-à-dire que même nous, on fait du métissage ethnique. Et ben là, ce sont des oiseaux qui se sont aimés et qui se sont... dont les plumes ont changé de couleur. Donc, on a amené d'un seul coup du turquoise avec du jaune et du orange. Mais ce n'est pas du tapirite, c'est des amours. C'est pas les pauvres poissons, les pauvres oiseaux qu'on va frotter et dépouiller pour les transformer. Mais voilà, donc cet arbre, qui est quand même une pièce qui fait pour le site, 1,70 m de haut sur 1,40 m d'envergure, de large en fait. Voilà, et là, c'est trouvé dans la nature ce qu'il y a de plus beau en termes de couleurs. Et c'est une œuvre, je voyais dans le salon toutes ces pierres éclairées, vibrantes. La lumière vient jouer un grand rôle dans la puissance de la couleur. Vient nous... Bien sûr, dans le noir, tout est éteint, évidemment, c'est stupide. Mais en plus de la lumière, ça vient créer une vibration, quelque chose d'optique. Et en se déplaçant autour de l'œuvre, elle chatoie de manière différente. On passe d'un bleu turquoise à un bleu plus éteint. C'est vivant, ça reste une matière vivante. Et ce cadeau que nous donnent les oiseaux,
c'est un bonheur quotidien que de les mettre en scène et de raconter du coup d'autres histoires, pour vous faire plaisir évidemment. Voilà, et ces créations de Nelly, ses intentions personnelles ont été remarquées par de grandes maisons, ce qui a donné en fait naissance à des collaborations. Par exemple, on va t'en laisser parler, comme celle-ci sur la haute couture. Donc je pense qu'il y a des femmes qui ont probablement envie de devenir des oiseaux. Et Nelly, en fait, le rend possible. Et pas n'importe quel oiseau, hein, des oiseaux tout en majesté. Alors je te laisse peut-être expliquer cette magnifique création. Ah, ça, c'est une pièce, c'est un particulier en fait qui m'a demandé une pièce enfin 2 pièces, une pour sa meilleure amie et puis une pour elle, pour parader lors d'une grande soirée et où elle a donné un peu son cahier des charges entre nous. Elle s'appelle Garance et elle avait besoin que j'utilise le rouge Garance, qui est un des rouges les plus difficiles à faire, puisque cette teinture-là, enfin tout ce que vous pouvez voir là, j'ai fait toute la créa du stylisme d'ailleurs, jusqu'à, pas la couture, là j'ai travaillé des couturières, mais toute la partie teinture, c'est mon travail. Les plumes sont teintées, transformées, et voilà, ça crée des parures. Alors bien sûr, ça c'est un particulier, mais quand ça défile sur un podium, des défilés, ça fait toujours sensation. Et même l'enfant terrible de la mode, Jean-Paul Gaultier, est venu taper à la porte de Nelly Saunier. Oui, alors là, on est dans un sujet qui me touche particulièrement, qui est le trompe-l'œil. En fait, petit à petit, quand on travaille et qu'on s'exprime, finalement, on a une empreinte qui se répète et on ne le fait pas forcément exprès. C'est l'idée du trompe-l'œil. C'est amener mon matériau dans un autre univers qui est celui de la perte de repères. Là, on perd l'idée que ce pull vert est entièrement plumé partout, en fait, du col enfin, entièrement, qui tient très chaud d'ailleurs. La mannequin était trempée. La plume, ça tient très chaud, puisque c'est une protection des oiseaux aussi. Hein, ils volent, mais c'est une protection naturelle. Et donc là, bon, c'est un travail de longue haleine, de recherche créative et de teinture. Et bien sûr, ces grands couturiers ne s'y sont pas trompés. Et également dans le design, avec Isabelle Marant. Isabelle Marant, l'exposition universelle d'Hanovre, où on a présenté Jeanne d'Arc, qui est une pièce... alors là, on ne voit pas très bien sur cette photo, mais c'est un rouge sang de bœuf. Ça imitait l'armure Jeanne d'Arc. Donc, utiliser l'irisation de la matière, utiliser le côté dont on parlait tout à l'heure, dont Jacques parlait tout à l'heure, c'est ce spectre de la lumière qui viendra frapper une plume et qui va donner un effet métallique. Ce qu'on ne voit pas forcément à l'image là, mais voilà. Les objets comme ça, il faut aussi les voir en vrai, parce que ça contribue à le déplacement dont je parlais tout à l'heure, ça compte énormément. Quand on bouge avec le vêtement, quand on bouge avec l'objet, la parure ou le bijou, il se passe quelque chose de supplémentaire. On voit bien là sur les pierres, si on se déplace, elles vont briller parce qu'elles sont fastées. Et la plume, elle a cette capacité, cette texture à pouvoir nous surprendre par d'un seul coup sa couleur bleue qui passe au turquoise ou presque au sombre. C'est ça qui est magique, pardon. Et pour celles qui n'ont pas envie forcément de parader avec des plumes, on peut aussi aller dans le monde des objets, comme ce magnifique miroir. Oui, là, il s'agit de mettre aussi beaucoup d'air entre les plumes. Ça, c'est avec un designer qui s'appelle Olivier Gagnère, et où j'ai proposé d'agrémenter un miroir tout en plumes. Et ça ne se voit pas forcément là non plus, c'est 2 jeux de violets différents, pour qu'il y ait du coup une vibration, que ça ne soit pas complètement uniforme. Moi, j'aime atteindre les plumes pour du coup c'est pigmentaire, c'est pas structural, ça ne va pas jouer les mêmes effets. Elle va être plus neutre, plus pâle, plus terne. Il y aura moins de brillance. Enfin bon. Donc ça, c'est l'air entre les choses, mais en couleur. Pour aller aussi vers le mobilier. Petit coffre très précieux où on a l'impression qu'on pourrait y mettre quelques bijoux. Voilà, c'est une collaboration avec un ébéniste d'art et puis un graveur. Et puis voilà, la plumassière qui crée du coup là un élément tout en dégradé de couleur. Parce que les plumes sur les oiseaux, il va y avoir, comme dans nos cheveux, des milliers de nuances différentes. On va avoir un faisan commun qui va avoir un blond doré, puis un autre faisan qui va être plus roux. Et du coup, trouver parmi 10 ou 15 peaux de faisan celle qui va correspondre à mon besoin, ça va être aussi le challenge dans cette aventure de couleurs, avec ce tout petit éclat de bleu de pan qui va faire 3 petites barbes de plumes qui viennent donner un éclat comme sur un bijou, puisqu'on est entouré de tout ça aujourd'hui.
Et donc forcément, le monde du cinéma a eu aussi envie de venir voir Nelly pour justement des films qui nécessitaient la magie de la plume. Oui, là, les costumières de ce film pour la Warner Bros. Sont venues vers moi avec une intention où justement, sont venues vers moi, je pense, parce que sur cette pièce, il y a plus de 26 couleurs à faire jouer entre... C'est des zones, en fait. Une plume vient en cacher une autre, mais elle crée un effet surexposition de couleurs. Donc c'est un chatoiement permanent. Enfin, voilà. Et ça, c'est la petite indienne dans le film qui va faire des sauts périlleux avec son petit boléro, qu'il a fallu répéter 4 fois pour 1 minute devant à l'écran. Voilà, et après de Peter Pan, on va aller au film Adèle Blanc-Sec. Oui, alors on dit souvent, les plumassières, vous faites des plumes pour les chapeaux. Alors c'est 2 métiers distincts, je me permets de le dire là, mais voilà. On peut être plumassière et modiste, on peut être modiste et plumassière, et puis on peut être que plumassière ou artiste. Enfin, on est tout ce qu'on veut. Et là, c'est une parure pour le cinéma où c'est toujours une grande chance de pouvoir s'exprimer parce que ce sont des chapeaux qui sont voilà, voués à disparaître juste après, mais c'est le cinéma, quoi. C'est très gratifiant. Voilà, et après, la haute couture, le design, le cinéma, forcément, un jour, il devait y avoir une rencontre avec la joaillerie et l'horlogerie. Ah oui, ça a changé ma vie. Parce que là, on est rentré dans l'infiniment petit. D'un seul coup, on m'a demandé d'être en dessous du 10e de millimètre avec déjà une part créative pour essayer d'exprimer ce que je pouvais faire peut-être en plus grand, mais dans un tout petit cadran de montres. La première pièce, c'est avec Harry Winston sur ce grand collier. Puis après, une série de montres. Voilà, ça c'est des longues heures assises sur ma chaise. Quand je regarde ça, ça me renvoie à... Oui. Bah, c'est très fort pour moi de retrouver ça. C'est un travail d'exception, c'est une marqueterie de plumes, c'est très délicat. Ouais. Et parfois, c'est plus figuratif, comme ici, avec l'expérience de la maison Van Cleef & Arpels. Ah ouais, là, on est encore plus petit. C'est un autre projet, c'est plus structural, enfin, c'est plus c'est 3 ailes en même temps, 3 niveaux de lecture pour la hauteur des oiseaux, mais c'est en même temps encore plus petit en termes de choses qu'on tient dans les doigts, qui sont des fois une barbe sur laquelle on doit mettre de la colle que derrière la petite barbe. Donc voilà, c'est des merveilles à faire. Et là, je vous invite à imaginer, parce que sur l'écran, c'est grand, et regardez la taille de vos montres. Et donc, en regardant la taille de vos montres, vous comprenez en fait le métier et en fait ce travail dans l'infiniment petit où nous fait voyager Nelly. Et donc un jour, il y a eu une autre rencontre, celle avec Stéphanie Civrière qui dirige la création de la Maison Piaget. Et donc je vais laisser Stéphanie nous parler en fait, elle, de sa vocation pour la création, de sa passion pour la couleur, celle des gemmes, et aussi un jour en fait son envie de s'envoler vers le monde de Nelly. Bonjour à tous. C'est vrai que quand j'ai découvert le travail de Nelly, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux et intéressant. Donc finalement, c'est une rencontre qui est venue naturellement. Et par le biais de mon métier, évidemment, mon parcours professionnel, mes inspirations, la matière, la couleur, les détails de la nature, et puis mon envie de pousser le métier d'art dans la haute joaillerie. Donc comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de métiers d'art dans l'horlogerie, un petit peu moins dans la haute joaillerie. Donc finalement, l'idée de faire des manchettes dans les collections créatives avec de la plume est venue assez naturellement. Donc on va pouvoir découvrir quelques créations en co-création avec Nelly. Voilà, parce que ça c'est important de bien comprendre que c'est un processus, comme tu viens de le dire, de co-création. C'est vraiment un dialogue entre la création, l'artiste. Alors par exemple, on part toujours d'un dessin d'intention. Donc là, moi, je fais une petite gouache avec mes envies créatives. Et puis après, je la montre à Nelly. Et Nelly apporte son savoir-faire, ses croquis, sa maîtrise du métier. Et là, on commence à s'éclater toutes les deux sur des motifs, sur le choix des plumes, sur la couleur, sur l'harmonie aussi des couleurs. C'est hyper important. Et puis, le choix des pierres qui vont aller avec chaque plume.
Donc là, on peut voir un petit carnet de croquis de Nelly à partir de mon dessin. Voilà. Parce que en fait, là, on est aussi sur la base, Stéphanie, de ton idée, c'est le coucher de soleil. Il n'y a pas plus Oui. j'allais dire un figuratif que le coucher de soleil, c'est-à-dire l'évanescence du ciel. Au secours, Stéphanie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dessine. Exactement. Non, je pars quand même de l'idée de la géométrie. D'autres, on ne voit pas tout ce qu'on a pu faire sur ce projet. Ça, c'est un petit morceau d'un travail qui a duré, je ne sais même plus combien de temps. Ça dure quand même quelques mois. Ça peut durer jusqu'à 18 mois, hein, une mise au point. Et là, on te voit justement en train de travailler sur les sélections de plumes. Là, on voit là, c'est une grande table qui fait 9 mètres de long parce que c'est une répétition de pièces tout en étant dans une variation de couleurs, du plus clair au plus foncé. Et puis là, il y a une petite touche, évidemment. Les plumes dans la page précédente, c'est aussi... Tu peux revenir en arrière, Jean-Bernard, s'il te plaît? L'autre. Encore avant? Oui, parce que la première proposition que je fais à Stéphanie, au-delà du dessin, je m'inspire de son envie, j'écoute son besoin. Bien sûr, on partage la couleur des pierres, c'est très important. Et puis après, je vais sélectionner et choisir des plumes qui vont coller à l'univers des pierres, du bijou, de l'intention, et puis rester dans cette évanescence du coucher de soleil. C'est-à-dire arriver avec des plumes de comment... Ah, il m'échappe celui-là. Le petit piou-piou rosé, là. C'est du tout en haut. J'ai perdu son nom, c'est pas grave. Puis c'est vrai que sur chaque pièce, il y a vraiment différents oiseaux à chaque fois. Donc, les textures, on va superposer pour arriver à un effet d'optique, en fait. C'est comme si je recréais un petit plumage, mais en même temps, comme un arc-en-ciel, un coucher de soleil. Enfin, c'est un peu tout ça mélangé. On va voir la finalité. Et donc, du coup, à la fin, en effet, voilà l'objet final. Voilà. Entre le dessin et finalement la réalisation, il y a quand même un monde. Et là, on est allé pousser vraiment la couleur à l'extrême. Et c'est surtout trouver la bonne combinaison entre les pierres et les plumes. Donc, c'était vraiment un travail de longue haleine. Et au résultat, en fait, on est vraiment émerveillé quand on voit cette pièce. Et puis, émerveillé quand elle est portée aussi. Oui, parce que, en fait, sous les pierres, il y a aussi les plumes qui vont compter en termes de couleur. C'est-à-dire que la pierre, elle a une transparence. Exactement. Tu me dis si c'est pas... Et du coup, il y a tout cet orangé jaune qui va monter jusqu'à ton soleil, en fait, qui finit l'œuvre. Et donc, elle compte par les petits interstices dans ces fameux moments où l'objet bouge et vit avec la personne qui le porte. Exactement. Ensuite, on va aller voir d'autres approches de la couleur. Quelque chose de très difficile que Stéphanie a demandé à Nelly. Ouais, donc là, c'est vrai qu'on avait un thème, c'était vraiment le thème de la neige, du givre. Donc je voulais retrouver cette expression artistique dans une manchette. Et là, on n'est pas vraiment parti de la couleur blanche, qui n'est vraiment pas une couleur, mais pour Nelly, c'est une couleur. En plus, c'est une matière très compliquée. Exactement. Et là, l'idée, c'était vraiment déjà d'avoir une autre technique aussi de faire tenir les plumes. Donc, comme vous voyez sur cette manchette, on a vraiment fait des compositions, des jeux de textures qui rappellent aussi la composition du givre. C'est comme un tableau. Et on a fait tenir aussi les plumes différemment. Elles sont serties, elles sont bordées par le métal pour éviter aussi qu'elles soient libres et fragiles. Donc ça, c'est vraiment une autre technique aussi. C'est une mise au point. En fait, ça parle de l'expérience et du partage qu'on a vécu ensemble. Et grâce au fait qu'on n'ait pas fait qu'une seule pièce et que, hop, on est disparu de notre champ visuel, on a poursuivi nos recherches et on a poussé très loin. Et les équipes qui travaillent de concert avec moi, c'est-à-dire arriver à enchasser la matière, vous le voyez peut-être pas là, mais enfin moi c'est une de mes pièces chouchous aussi. C'est d'un seul coup les plumes sont protégées indirectement parce qu'elles sont quand même libres. Il n'y a pas d'enduit, il n'y a pas de matériaux qui viennent s'ajouter dessus. Il y a juste l'or, la feuille d'or, la petite feuille d'or qu'on a ajoutée sur la plume. Exactement. Ici encore une autre création cette fois-ci qui va aller chercher la couleur naturelle de la plume pour ces boucles d'oreilles. Là, on est parti vraiment d'un thème autour du flamand rose. Donc l'idée, c'était de créer toute une parure autour de cette idée de flamand. Et là, on a fait des boucles d'oreilles avec la partie du bas qui est tout en mouvement et qui est détachable. Donc la cliente peut vraiment porter sans les plumes ou avec. Et puis, c'est vraiment une couleur aussi particulière du flamand. Pourquoi cette couleur? Vous l'avez dit, Jacques.
Parce que C'est les pas les flamands mangent crevettes. des crevettes, non? Il C'est y a les un- algues il qui y a un font- petit test à la fin pour s'assurer que vous avez bien tout Un compris. quiz, attention, vous allez avoir un questionnaire. Oui, alors, enfin, pour moi, ça c'est. Alors, c'est là où intervient pour moi l'expertise de Jacques, hein. C'est-à-dire ces flamants qui ont été utilisés sont des flamants nains. C'est des choses très rares et très anciennes que j'ai pu mettre sur cette pièce. Donc pour moi, c'est un peu une pièce trésor, une pièce mémoire. On parlait des collections anciennes qu'on peut retrouver ici même sur le salon ou dans vos maisons respectives, mais pour moi, cette pièce, elle va parler aussi d'une plumasserie d'antan et puis d'un lien avec ces fameux oiseaux dont on n'a plus le droit de toucher une plume et qui contribuent grâce au temps passé finalement. Enfin, moi, je ne pourrais jamais plus faire autre chose que cette pièce. Je n'aurai plus jamais de flamand nain puisque je n'avais que pour ce projet. Très beau projet. Voilà. Ensuite, parfois, c'est une expression. Ici, on va aller sur le territoire en fait d'une nature exotique qui va mettre en scène une autre approche de la couleur et du travail. Bah, c'est vrai que dans ce dessin, enfin dans cette création, ce qui était intéressant, c'est jouer la 3D par la lumière et la couleur. Donc finalement, tout est plat, mais on a une impression de volume juste avec la couleur et puis la disposition des plumes que Nelly a choisi. Oui, ça c'est un gros boulot de recherche en fait. Et ça c'est intéressant par rapport à ce qu'a développé Jacques sur ces fameuses plumes avec un spectre large. Où on a ici, j'ai mélangé 2 plumes, c'est 3 barbes par 3 barbes, 2 plumes qui ont des intentions et qui vont s'opposer en termes de teinte. Mais c'est 3 barbes d'une plume, 3 barbes d'une autre, dans une géométrie finalement qui crée un trompe-l'œil, hein, une 3D, et puis ajouter cette petite touche d'orange qui, pour moi, fait référence, cette pièce, ça fait référence aussi bien au thème qui est la manchette palmier, qui fait référence à l'exotisme, qui fait référence aussi au hara, du coup, puisque cette petite touche orange, enfin, dans la connaissance des oiseaux, me fait penser à ces haras qui sont donc verts et rouges, l'opposé de la couleur aussi, qui crée une vibration optique dont je ne peux absolument pas m'empêcher de faire surgir un peps. Bah, le rouge, le orange, ça apporte un peu de dynamisme aussi à la pièce, au vert, à la couleur. C'est ça. Mais on a vraiment cette impression de 3D grâce à la couleur aussi, je trouve. Oui. Et aujourd'hui, si on aime l'eau, on a parfois aussi envie de plonger dans l'univers de la piscine. Bah là, vraiment, on a joué l'inspiration et en effet la piscine, les mosaïques bleues. Donc, on a différentes nuances de bleu sur une même manchette. Et on s'est vraiment aussi, on a fait attention au saphir qu'il y avait aussi sur la manchette pour retrouver exactement le même bleu. Ah oui, alors ça, c'est la Très, manchette très long, piscine. Ouais. Ça, c'est un peu technique pour moi. Enfin, si je rentre dans le détail, je ne sais même pas si ça peut se voir à ce stade-là sur une image. Mais il y a des plumes en même temps qui sont libres. Ce qu'on va appeler libres, c'est dont les barbes ne sont pas enchâssées dans un matériau qui les bloque. Mais c'est un départ de quelque chose de libre et de quelque chose d'enchâssé et de micro-découpé, 3 barbes par 3 barbes, en cherchant la petite plume qui va avoir dans sa teinte un petit dégradé de bleu et de vert ou des intentions comme ça. Et encore une fois, ces plumes à mouvement, irisation, où la lumière vient frapper, où le spectre de la plume vient, lui, jouer son rôle, comme dans la nature, de nous émerveiller aussi bien avec cette rangée fabuleuse de pierres bleues. Ouais, les saphirs Les bleus. saphirs bleus. C'est vrai que c'est plein de petits bouts de plumes associés, enfin, toutes petites rectangles. Vraiment, c'est vraiment une marqueterie de plumes. Qui prend sa prend des référence heures et des heures. graphique dans l'idée, bien sûr, du carrelage. Enfin, on en a fait, je sais pas, j'ai fait une quinzaine de dessins sur du carrelage, en fait. Comment sont les carreaux dans une piscine, quand l'eau vient marbrer le sujet ou le motif. On a choisi quelque chose de très géométrique pour cette réalisation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas figuratif, mais qu'on ressent quand on voit cette création. On ressent qu'on est dans l'univers aquatique. Peut-être pas, on dirait pas le mot piscine, mais on sait qu'on est très proche. Et c'est une toile presque impressionniste. Donc c'est assez fascinant de voir tout ce que l'on peut réaliser grâce à une expertise, mais aussi à la couleur de tous ces oiseaux. Et puis forcément, à un moment donné, il y avait l'envie peut-être de rendre hommage à un oiseau majestueux, avec une création particulière que tout le monde va reconnaître ici.
Bah, c'est vrai, ça c'est un collier qu'on a travaillé avec Piaget, mais quand on crée un bijou comme ça, qui est quand même assez cher et très fragile, on pense toujours à la transformabilité. Donc on a beaucoup de produits comme ça où finalement la partie du bas se détache. Donc cette partie, on peut la porter en boucle d'oreille, on peut enlever toutes les plumes, la porter simplement. Et c'est ça qui est aussi sympa, on donne plusieurs vies à ce collier. Plusieurs vies aux bijoux et c'est vraiment moi je trouve que c'est très intéressant en tout cas dans le monde de la joaillerie aujourd'hui de pouvoir offrir différents portées, différentes vies aux bijoux Et d'ajouter la ouais. couleur. Et cette couleur aussi, bon là Nelly elle a fait un énorme travail aussi sur toutes ces plumes avec toutes ces couleurs, la couleur du hara. Oui, mais c'est un mélange entre justement cet univers. Enfin, moi je suis pas une grande spécialiste de la joaillerie. Mais Oui. tu vois, dans l'univers où il y a toujours des bleus, des rouges, des oranges et des jaunes, quand tu fais cette pièce, quand tu dessines ce projet, d'un seul coup, enfin moi j'y ajoute encore une fois ces orangés, ces nuances, ces dégradés, etc. Ce qui se voit peu pour moi. Voilà, le bijou, il Alors c'est vrai que reflète pas, ouais. toutes les pierres là sont en dégradé, donc on parle de Paraíba, de saphir bleu, on va jusqu'à la spessartite, du saphir jaune, il y a du spinel, il y a énormément de couleurs aussi, et toutes ces couleurs, elles sont vraiment bien associées aux plumes à chaque fois. Et quelque chose que l'on peut aussi poser la question à Stéphanie, c'est finalement qui sont les clientes qui sont séduites par ces objets qui sont finalement de l'art apporté, puisqu'on dépasse un petit peu la fonction pure du bijou. On est entre une pièce d'art artistique, de l'art décoratif appliqué. Donc finalement, qui sont ces femmes ou ces hommes qui peuvent être séduits par ces Alors c'est objets? vrai que les clientes qui achètent ce genre de pièces, en général, c'est des gens qui sont déjà très affûtés dans le monde artistique, qui sont des esthètes. C'est beaucoup de pièces uniques à chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui va chercher la rareté, la beauté. C'est déjà une personne qui a déjà de la joaillerie probablement, mais c'est vraiment une pièce pour se faire plaisir, unique, jamais vue ailleurs. Et c'est vraiment des gens qui sont connaisseurs dans l'art et touchés par la beauté de la création en général. Et là, en l'occurrence, toutes les pièces que vous avez vues ont été vendues. Et quelque chose qui peut être quand même souligné, c'est que la cliente qui a acheté ce collier, qui avait acheté une paire de boucles d'oreilles, en fait, a souhaité rencontrer Nelly. Donc c'est intéressant de se rendre compte que, comme le disait Stéphanie, en fait, le côté esthète, le côté collectionneur peut-être, fait que la personne en fait a envie de pas seulement acheter l'objet, mais en fait comprendre qui sont les personnes qui l'ont créé et qui sont associées à cet objet. Je pense que c'est important de le souligner aussi dans un monde un petit peu comme le nôtre, qui est parfois très digital et très agité. Oui, du coup, c'est vrai que moi, j'ai adoré rencontrer plusieurs fois, d'ailleurs, plusieurs de vos clients. Et la magie de la rencontre, c'est aussi cette curiosité. Parce que ça peut paraître très abstrait, évidemment, quand on parle des plumes avec Jacques et que d'un seul coup, on rentre dans ce qu'est la nature profonde. Et puis qu'avec Stéphanie, on parle de pierre, de couleurs, d'ambiance, de dessin, de motifs. Et que moi, dans mon univers de savoir-faire, je transcende, je vais au-delà toujours, je ne vais pas essayer de faire quelque chose que j'ai déjà fait. On va du coup créer une curiosité, une interrogation, et ces clientes, quand elles découvrent ça, ça valorise, ça qualifie, et d'un seul coup, ça fait des complices dans nos vies. On en a besoin parce que au fond de notre atelier, à faire des beautés comme ça, et ben voilà, moi j'ai envie aussi, pour moi la boucle est bouclée, j'ai rencontré le client quelque part. C'est vrai que dans chaque création, je trouve qu'on s'est renouvelé à chaque fois, on a poussé l'extrême, on est allé toujours plus loin, et c'est ça qui est intéressant, et vraiment le renouvellement, en tout cas, je l'ai ressenti à chaque fois, et l'émerveillement à la fin de la pièce, je l'ai ressenti aussi à chaque fois. Oui, c'est fort. Voilà, nous allons arriver au terme de cette rencontre et de ce voyage. Vous voyez, nous avons eu la chance de lier la science avec Jacques, l'art avec Nelly, et puis également la créativité joyeuse et horlogère avec Stéphanie. Ce qui est important finalement, c'est que dans ce travail, on rend également hommage à l'oiseau et on donne une seconde vie à son plumage, puisque quelque part, un jour, la vie étant ce qu'elle est, l'oiseau disparaît, et c'est vrai que c'est une très belle seconde vie qui peut être donnée à cet oiseau, et on lui rend hommage. On voulait aussi terminer cette présentation sur cette photo que nous avons choisie tous ensemble, qui est l'envol d'un oiseau.
parce qu'on avait envie de remettre l'oiseau à sa place, de nous donner l'envie de relever la tête, de regarder dans le ciel, de repenser à la liberté, de s'échapper un petit peu, parce que chacun d'entre nous, on a un peu de science, un peu d'art, un peu de créativité. Et l'oiseau, en fait, lui rend hommage. Vous voyez, ici, c'est une image fabuleuse. Et pardon, un petit colibri, en effet, splendide. Et l'idée, c'était de se dire aujourd'hui, avec cette photo, que le monde, et c'est un poète qui l'a dit, un poète anglais, le monde ne manque pas de merveilles, mais il manque d'émerveillement. Je pense que c'est une très belle leçon et on avait envie de la partager avec vous aujourd'hui. Cette rencontre se termine. Nous, ce qu'on avait envie maintenant, c'est peut-être de garder un tout petit moment de partage avec vous pour savoir si vous avez des commentaires, s'il y a des choses qui vous ont surpris, s'il y a des choses que vous voulez nous raconter ou si vous avez des témoignages aussi sur ce thème de l'oiseau, sur ce thème de la plumasserie, sur ce thème de l'art et de la création. Donc voilà, la parole est à vous. Il va y avoir des micros qui peuvent circuler si vous avez envie. Et bien sûr aussi, s'il y avait des questions, tout naturellement, nous sommes là pour y répondre. Pardon, prenez le micro parce qu'on n'a pas entendu. La plume ne va jamais s'altérer. Alors la kératine, c'est l'un des composés les plus robustes des organismes qui le synthétisent. Alors la plume, elle va quand même s'altérer. Tout dépend des conditions. Si vous laissez une plume dans un tiroir, à l'abri de la lumière, ça peut durer assez longtemps. Alors quand je dis assez longtemps, on a des parures de plumes qui sont connues du Pérou en particulier et qui sont datées d'à peu près 800 après Jésus-Christ. Avec des couleurs, on est sur des ararona, c'est-à-dire du bleu et du jaune. Ils sont à peu près comme s'ils sortaient du nid la semaine dernière. Il y a très peu de dégradation. Alors des couleurs d'abord. Le matériau plume lui-même, le matériau kératine, est vraiment très résistant. À l'inverse, je pense que tous autant qu'on est, on a eu des mythes dans nos placards. Donc il y a des insectes qui sont spécialisés dans la consommation de la kératine. Bon, là, ça ne pardonne pas. Mais si les conditions, c'est-à-dire si vous avez une humidité relative qui est quand même très basse, une température qui est ce qu'elle est, mais pas excessive, et puis à l'abri de la lumière, parce que finalement, c'est quand même les trois grands facteurs de dégradation de ce qu'on appelle le climat en général dans le monde de l'art et des musées. Il va vous rester l'oxygène, mais bon, ça, la kératine y est un peu moins sensible. La kératine, c'est une protéine qui est soufrée, donc qui a quand même une grande résistance. Voilà. Alors après, oui, juste encore un petit mot. À l'état naturel, il y a une usure de la plume, des plumes de vol en particulier, parce qu'il y a le frottement de l'air. Donc il y a un amincissement de la kératine sur des plumes. Et puis à terme, il y a des barbes qui cassent, etc. Mais ça, c'est un peu la tempête que vous avez éprouvée ces jours-ci, ou au mois de juin dernier. Alors, les oiseaux renouvellent leurs plumes. Chez les petits passereaux, c'est donc 2 fois par an. Chez les grands rapaces, les plumes de vol sont renouvelées tous les 4 à 5 ans seulement. C'est fabuleux d'ailleurs de voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau un jour d'un petit oiseau, évidemment. Et je l'ai vu perdre ses plumes. J'ai vu les petits trous. Mais tout de suite derrière, en fait, c'est invraisemblable. Tout de suite derrière, il y a la canule avec une petite membrane fine, comme un morceau de peau, où on pourrait imaginer une pellicule. Et tout de suite derrière, alors d'un seul coup, c'est un Iroquois, parce qu'il a tout sur la tête comme ça, il est tout piquant. Puis comme on s'embrassait, on se faisait des câlins, il piquait, mais aussitôt, et puis il était toujours en train, alors il époussetait tout ça partout. Et c'était extraordinaire, en fait, de voir qu'une plume tombe, une autre est juste derrière. En fait, ils ne peuvent pas être démunis de plumes, puisque c'est une sauvegarde, c'est une protection, c'est tout ce qui... Nous, on perd nos cheveux, ils s'abîment, ils repoussent, c'est une permanence, quoi. Et après, dans l'œuvre, c'est autre chose. Le sujet de protection de l'objet, c'est le soin, l'amour, j'insiste, l'amour. L'amour des objets, c'est super important, surtout quand on y met autant de temps, autant de passion. Enfin, ça, c'est pour moi un écho super important. C'est un message presque aujourd'hui. Pour moi, c'est très important. Tout le monde va avoir peur de... Mais
c'est tout à fait possible, puisque moi, je vis ça depuis plus de 30 ans. Et donc, je fais que de stocker, ranger, chouchouter, faire attention que ça ne s'abîme pas, que ça soit toujours vivant, vibrant, pour pouvoir créer des objets avec. Donc, voilà, pardon. C'est vrai que dans la joaillerie, ça reste fragile hein, de mettre des plumes sur un bijou, mais on essaye toujours de les protéger et de trouver justement des systèmes où on peut les changer facilement et les recoiffer. Enfin, je ne sais pas comment on dit exactement, mais Les chouchouter, tu veux dire les voilà. chouchouter. Non, c'est une façon de, c'est une connaissance de la matière. Quand on va, enfin moi je vois les gens, ils touchent des pierres, ils touchent des bijoux, ils ont des gants. Moi, il faut pas mettre de gants pour toucher les plumes parce qu'avec les gants, la matière, elle va vous ébouriffer. Hein, elle va nous ébouriffer, elle va ébouriffer ma plume. Moi, je l'ai lissée, je l'ai chouchoutée, je l'ai enchâssée pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle vienne faire exactement ce dont j'avais besoin. Donc, on va prendre soin de ça. Et il faut bien la connaissance du sujet, il faut bien pouvoir partager avec notre client, voilà, avec le public, les acheteurs ou peu importe. Tout le monde a cet accès pour moi. Moi, j'ai une question qui serait plutôt à l'embranchement entre la science et la créativité. On a parlé de tout le processus de création jusqu'à l'arrivée au client, mais pas vraiment de comment est-ce que ces plumes, elles arrivent dans votre bureau, Nelly. Comment est-ce qu'elles sont sélectionnées? Est-ce qu'il y a des endroits où vous allez vous-même les chercher? Ou est-ce que peut-être on vous les donne avec le projet? Enfin, comment ça se passe tout ça? C'est un peu tout ça à la fois. Les plumes, c'est un très très vieux métier, la plumasserie. En fait, on a juste oublié qu'en 1900, toutes les femmes portaient un chapeau et que sur ce chapeau, 3 fois par jour, elles changeaient et elles avaient un élément à la mode qui était en plume, en fleurs, en paille, en tout ce que vous voulez, mais beaucoup la plume, surtout pendant un certain nombre d'années. Donc ça a toujours été véhiculé comme ça et donc ça a déclenché Enfin, maintenant, il n'y a plus d'usines ou d'entreprises, enfin, d'industrie. Il y a toujours une petite industrie du triage et de la récupération d'un matériau qui va être rejeté quand on va consommer poulet, pintade, dindon, etc. Et puis, il y a les plumes tombées des mues qui sont très spécifiques et que tout le monde ne peut pas avoir puisqu'il faut détenir une autorisation de posséder cette plume. On ne peut pas ramasser sur un chemin une plume d'oiseau où on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit de l'avoir chez soi comme ça. Il faut sourcer la matière. Cet oiseau, il va être bagué, va avoir un numéro, on va avoir une référence. C'est une grande problématique dans notre travail. Hein. Quand j'utilise les plumes de haras, il faut que je puisse dire d'où elles viennent et le justifier par un nombre, une quantité, etc. C'est un travail titanesque. Vous imaginez de savoir exactement tout ce qu'on a dans son stock. Donc, il y a quand même des fournisseurs. Mes clients ne me donnent pas de plumes, sauf exception. Dans la haute couture, ils peuvent acheter des choses pour moi en amont parce que s'ils veulent 6000 plumes d'autruche qui viennent d'Afrique du Sud, ils vont financer d'abord l'achat de cette matière qui coûte quand même très cher à l'unité. Hein. Enfin, je parle de plumes de très grande qualité. Les plus grandes plumes sont les plumes des autruches, hein. Les autruches mâles. Et puis c'est vrai que nous, quand on les met sur un bijou chez Piaget, chaque plume a un CITES comme un passeport. Et quand nos pièces voyagent, elles sont vraiment contrôlées par les douanes. Chaque provenance de plume, on sait la tracer, on sait d'où elle vient, on sait que c'était un animal qui n'est pas mort dans des mauvaises conditions ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important et on respecte tout ce processus. Quelle plume fixe le mieux les pigments, les couleurs, quoi? La plus... Alors déjà, on peut, quand on va avoir une plume foncée, on va jamais pouvoir l'éclaircir. Enfin, sauf on va dénaturer la matière, la kératine. On va éliminer du pigment. On va éliminer une partie de la matière. On va décatir la plume. Donc, on va se mettre à la transformer avec des produits agressifs, chimiques, l'oxygéné, par exemple. Donc, on va brûler un peu cette matière qui va changer d'aspect, qui va perdre son pouvoir initial. Et puis, ensuite, on a aussi des oiseaux qui sont blancs. On a les bernaches, par exemple, qui sont devenus des oiseaux, des oiseaux de basse-cour, tout ce qui a été élevé et transformé avec le temps. On a aussi des oies blanches, des canards blancs. Donc, on va pouvoir, avec cette base blanche, venir ajouter de la couleur dessus. Donc là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une plume de nature blanche, d'origine. Même si elles sont blanches,
quel animal, enfin, quelle plume fixe le mieux la couleur? Si vous prenez un cygne et une noix. C'est pareil, un cygne et Pareil. une noix, c'est la même chose. Ah, d'accord. Mm. Ok. C'est la structure même de la matière. Il y a plus de duvet, par exemple, sur un pélican. Il y a une surface au-dessus des barbes qui est beaucoup plus dufteuse parce que d'abord, c'est des oiseaux de mer. Ils vont beaucoup dans l'eau. C'est les plus gros oiseaux quand même avec le cygne. Hein, si je ne me trompe pas, Jacques. Oui, c'est. Pélican. Alors le pélican, c'est l'un des plus gros machins qui puissent voler, puisqu'on est à 15 kilos quand même. Je vous ai parlé des albatros tout à l'heure. Et effectivement, Nelly, par rapport à ce que tu dis, les oiseaux qui vivent en milieu marin ont en plus à résister, on a parlé de la lumière, etc., mais ils ont à résister au sel. Le chlorure de sodium, c'est bien sympa dans les assiettes, mais c'est hyper agressif. Et on va, par des jeux successifs chimiques, pouvoir arriver à de la production d'acide chlorhydrique éventuellement. Donc on n'en est en général pas là, les plumes sont tombées avant, mais le sel est quand même excessivement dégradant, et en particulier au niveau des barbules et des crochets. Rappelez-vous la structure de la plume, si ça c'est cassé, c'est terminé. Hein. Vous n'avez plus qu'un machin qui fait du vent, quoi. Merci. Voilà. Je crois qu'on va peut-être accepter encore une dernière question, puis on va devoir rendre l'antenne. Alors j'avais une petite question, c'était sur la transformation de la plume. Vous faites comment? Vous la peignez ou vous la changez de manière structurelle chimiquement, par exemple sur des produits horlogers, joailliers Alors, ou même de mode? pour la haute joaillerie, en tout cas, dans tous les projets que j'ai pu faire, j'ai jamais utilisé une plume teintée, ou très rarement, parce que la couleur avec la lumière va pouvoir bouger aussi. Et donc, on est dans un monde où on veut aussi que les choses ne changent absolument pas du début à la fin de leur vie. Alors que dans mon travail, il y a un moment d'acceptation de dire ça va bouger, on va changer, on va grandir, on va décatir, je vais avoir des cheveux blancs. Mais cette plume, elle est teintée, et quand je la teinte, voilà, je ne la mets pas en tout cas en joaillerie, j'utilise que des plumes naturelles, donc de pigments naturels sur l'oiseau. Si je dois ajouter, la seule chose que je fais pour Stéphanie, c'est que j'ajoute du rose fluo. C'est vrai qu'on essaye d'associer la couleur avec la couleur des pierres dans nos produits, mais on essaye de les changer le moins possible. Oui. Mais on peut teindre, c'est par la chimie, bien sûr. Il y a des chimies, on peut teindre la plume de manière naturelle, mais on ne va jamais avoir une couleur dense, en fait. Ça va être pastel, très doux. Merci à vous tous pour... Oui, merci de votre écoute. Pour votre présence. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, nous sommes disponibles.